j'ai mis archive dans ma présentation volontairement. C'est mieux quand je parle dans le micro. J'ai mis le mot archive volontairement parce que chez nous à la SNCF, le mot patrimoine est extrêmement englobant. Le patrimoine ferroviaire, c'est quelque chose. Il y a les voies, il y a les gares, il y a les trains, il y a le patrimoine immobilier. Vous savez peut-être qu'on est le premier propriétaire foncier de France devant l'église. Donc ce mot, j'aimerais bien pouvoir vous faire une présentation là-dessus, mais ce serait un peu prétentieux. À un petit niveau, j'ai travaillé sur la valorisation, numérisation d'un projet d'ouverture des archives, et c'est en particulier ce que je vais vous présenter. Alors, je vous disais un mot quand même avant de commencer sur le patrimoine archivistique SNCF. Évidemment, il est immense. On a un centre des archives historiques SNCF qui est situé au Mans, dans lequel donc, on a des trentaines de kilomètres de rayonnage, des centaines de milliers de documents. Il y a des pépites, il y a des merveilles, il y a tout sur... enfin non, justement, il n'y a pas tout, mais il y a énormément de choses sur l'histoire et la trajectoire du ferroviaire en France. Puisque vous savez que la SNCF a été créée en 1938 sur la fusion de plusieurs compagnies privées et publiques. Et donc on a une partie de ce fonds d'archives qui est là. Le reste est un peu disséminé, comme c'est souvent le cas dans les problématiques d'archives. Il y en a en particulier une partie qui est ici, aux Archives nationales du travail, et les archives de la Compagnie du Nord, qui opérait avant la SNCF, et tous les trains du nord de la France sont ici. On a également une médiathèque avec voilà, plus de 500 000 photos, voilà, énormément de films, de sons, et donc c'est aussi une ressource très riche. Et puis les archives du personnel SNCF, qui est un matériel sur lequel moi j'ai moins travaillé, puisque c'est plus des choses qui intéressent les généalogistes, mais voilà, à Béziers, on a plus de 800 000 fiches sur les cheminots d'avant, entre guillemets. Alors, mon projet Open Archive, je dis mon projet, le projet Open Archive, que je vais vous présenter par la suite, il faut que je le remette dans le contexte. Il est l'histoire d'un mariage entre ce patrimoine, dont je vous ai dit un mot à l'instant, et d'une politique qu'on a décidée en 2014, qui est la politique de transparence SNCF. Cette volonté, elle est née, c'est une volonté de Guillaume Pepy, l'actuel président, d'un constat tout bête, c'est que quand on ouvre les portes, on est plutôt mieux traité. Comme vous le savez, il y a énormément de retombées, de presse, enfin, je veux dire, la SNCF est une entreprise très visible, la plus visible de France, on est l'entreprise la plus médiatisée de France de très très loin, c'est 2 à 3 fois plus fort que la deuxième. Quand le DRH d'Air France se fait arracher sa chemise, il est encore derrière nous en termes de médiatisation. Donc pour vous dire le niveau de médias. Et cette boîte qui entraîne un attrait finalement, ou en tout cas une demande forte d'infos, ne peut pas se planquer, ne peut pas se cacher, elle a tout intérêt à être proactive dans la manière de délivrer cette info. Et on y a intérêt parce que le bruit qui circule sur l'entreprise n'est pas que positif, vous l'aurez noté également, et ben, on a tendance à considérer que la réalité est peut-être un peu meilleure que ce qu'on peut lire parfois. Et donc on a un intérêt à ramener le débat, un débat factuel. Montrons les faits, et c'est à ça que sert l'open data, la transparence. Évidemment, c'est un combat au long cours, et évidemment, encore faut-il que la réalité soit jolie, si on veut que le portrait qui en est fait le soit également. Et puis dernier point, c'est un enjeu de transformation, puisqu'en montrant la réalité de la boîte, on se pousse aussi à changer les choses, à plus travailler en silo, à partager ce qui n'est pas un des grands savoir-faire de notre entreprise. Rapidement, donc, avant d'en venir au fait, c'est moi qui ai lancé cette politique. On a commencé par ouvrir ce qu'on peut considérer comme les données essentielles,
c'est-à-dire les données de circulation des trains, évidemment, donc qui sont disponibles en API. On a ouvert également les données de régularité des trains, c'est-à-dire le train est-il à l'heure ou pas, sur toutes les activités. On a lancé, c'était en 2015, une transparence sur la sécurité. Alors on aime bien faire les choses pas comme les autres à la SNCF. Pour nous, la sécurité, c'est l'inverse de l'anglais. La sécurité, c'est la sécurité ferroviaire. Pour nous, la sécurité des personnes, on appelle ça la sûreté. Donc la sécurité ferroviaire, on communique aujourd'hui, on rend public déjà tous nos rapports, tous nos audits internes, et on publie chaque semaine toute la liste des incidents qui se produisent sur le réseau ferroviaire. Donc il y a entre 10 et 30 pépins chaque semaine sur le réseau, qui ne sont pas forcément graves, mais qui sont des dysfonctionnements, des portes ouvertes en ligne, des choses comme ça. Le plus souvent, ça n'a pas d'impact, mais on le publie et on est les seuls à le faire. Donc c'est disponible sur la plateforme Open Data, vous pouvez aller voir. On publie les courriers qui sont reçus et échangés par Guillaume Pépi. C'est totalement illégal de faire ça, mais on a fait le choix de le faire. Le principe est le suivant. Quand le président de la SNCF reçoit une lettre d'un élu, il y a plusieurs motifs qui font qu'on peut ne pas publier, qui peuvent être si ça contient de la donnée personnelle, des données complètement stratégiques ou des choses liées au RH, voilà. Mais dans le cas contraire, on indique dans la réponse de Guillaume Pépi à l'expéditeur qu'on va publier son courrier sur le site. Et un mois après, donc le courrier est effectivement publié. Pourquoi c'est illégal? Parce qu'on est censé normalement demander une autorisation explicite et non pas implicite comme on le fait. Mais on imagine assez mal un élu venir nous attaquer en justice pour ça, donc on accepte ce risque. Et puis voilà, depuis qu'on a lancé la démarche, on a eu 3 demandes de retirer des courriers et on l'a fait à chaque fois et on n'a pas eu de problème. Voilà. Un petit mot sur la transparence gare et connexion, c'est un domaine de l'entreprise où on a été assez volontariste dans ce domaine. Alors on est les champions du monde des acronymes à la SNCF, donc j'ai adapté une présentation interne, du coup je vais pas traduire IRC. On est en train de bosser avec Stella d'ailleurs sur la mise en open data d'un dictionnaire des acronymes, et on s'arrache les cheveux, il y en a plus de 15 000. Voilà, c'est une parenthèse, donc, les IRC ce sont les instances régionales de concertation, en fait c'est en gros le conseil des entités publiques qui entrent en jeu dans la gestion des gares. Et donc chaque année, ce conseil se réunit, donc il y a la préfecture, le conseil régional, enfin voilà, toutes les parties. Et puis on décide de la stratégie de la gare pour l'année suivante. Et donc cette réunion fait l'objet de publication d'énormément de données, de plans, de rapports stratégiques, et tout ça on le rend public, y compris, et ça a soulevé d'ailleurs des levées de boucliers au départ, y compris les actes des délibérations, et donc ce qui permet de savoir qui était pour, qui était contre, et qui s'est abstenu sur tel ou tel pan d'évolution de la gare. Voilà, on a aussi beaucoup d'open data dans le domaine des gares, on publie les objets trouvés en temps réel notamment, donc si vous perdez un parapluie dans un de nos trains, vous le retrouvez sur le site Open Data une heure ou un jour après, ou pas du tout s'il n'a pas été retrouvé évidemment. L'Open Data, donc, on est aujourd'hui à 88 jeux de données, ce qui n'est pas énorme si on se place d'un point de vue de ce qui peut se faire aujourd'hui dans les collectivités publiques. Je crois que Toulouse est à 4 ou 500, voilà. Mais pour une entreprise, on est plutôt en avance et on s'apprête à franchir un gros gap avec l'Open Data SNCF Réseau, sur lequel on est en train de travailler. On a une 50aine de jeux de données qui vont tomber d'un seul coup. Et puis on va continuer à travailler sur le sujet.
Ce qui est particulier, c'est qu'on a lancé l'open data en amont de tous les textes qui sont tombés depuis, que ce soit la loi Macron ou la loi Le Maire, qui mettent un cadre juridique un peu plus sérieux sur le sujet. On a pris de l'avance sur le sujet, et donc finalement les échéances législatives ne posent pas spécialement de problème. Et un dernier mot sur ce qu'on fait, on essaie de propager aussi une culture data à l'intérieur de l'entreprise, et donc ça passe par la data visualisation. Donc on a un dashboard qui est à l'entrée du siège SNCF, qui a un mur d'une douzaine de mètres avec des données dans tous les sens qui vivent et qu'on renouvelle. Et le but est de présenter la vie de la boîte, et on est en train de le déployer un peu partout dans l'entreprise. Et cet objet de communication a un effet extrêmement vertueux. Il est qu'il génère de l'open data parce que les gens ont envie d'être dedans, et donc on leur dit si vous voulez être dedans, il faut nous ouvrir vos données. Voilà pour les activités du pôle. Je trouvais que c'était important de vous remettre le projet Open Archive dans son contexte. Alors, Open Archive, d'abord on était très étonnés, le nom n'était même pas déposé, donc on l'a fait. Voilà, c'est à nous. Open Archive, c'était notre projet de numérisation donc, de nos archives. En 2014, quand j'ai lancé ce projet, on avait des boîtes d'archives, et puis, donc ça c'était la partie physique, et puis sur la partie internet, on avait une espèce de répertoire, de moteur de recherche qui existe toujours, qui propose des documents numérisés à la chaîne sur la période 39-45. Cette numérisation a été faite de manière assez précipitée, au moment où SNCF a choisi de s'exprimer sur le sujet de la guerre, et de son rôle pendant la guerre. Et ce qu'on a décidé de faire à l'époque, ça a été de dire on ouvre tout. Alors, tout est disponible, sauf que ce moteur de recherche, je vous le défie, même vous qui êtes des spécialistes du secteur, d'y trouver quoi que ce soit, c'est extrêmement complexe. Et alors peut-être que quand on est expert, on réussit au final à trouver des choses, mais en tout cas, on ne voulait pas en rester là. Et donc, on s'est lancé dans un projet de collecte et de numérisation des documents, principalement situés aux archives historiques SNCF. Donc j'ai recruté un historien qui est resté pendant presque un an au Mans, et je lui ai donné comme mission de trouver des documents sur toutes les périodes de la vie de la boîte, en mixant évidemment les types de documents et en se fixant, en ne se mettant aucune barrière. C'est-à-dire, tu trouves un document gênant, bah, tu le prends, tu trouves un document inédit, bah, surtout tu le prends, tu trouves un document qui est beau, qui est intéressant, qui interpelle, tu vas le prendre. Et donc il a travaillé avec cette grille de lecture-là, et alors pour ne pas le lâcher quand même complètement dans la nature et qu'il se perde dans les rayonnages et qu'on le retrouve 6 mois après à l'état de nature dans un coin des archives, on l'a quand même un peu guidé, et on lui a donné des thèmes. Donc voilà, c'est les thèmes que vous voyez, 14-18, les gares, les matériels roulants, la publicité, l'aménagement du territoire, et puis 39-45. Et dans ces thèmes, il y a des sous-thèmes, et donc il a travaillé comme ça. Ce projet est ce qui, de mon point de vue, a fait sa réussite, enfin, en tout cas je pense que c'est une réussite. C'est un projet où on a marié des expertises très diverses. En premier lieu, évidemment, celle des archivistes et des documentalistes du SARDO. Le SARDO, c'est le service de documentation et d'archives de la SNCF. Évidemment, on avait besoin de leur connaissance des fonds d'archives, de leur rigueur, de leur capacité à appréhender les problématiques de numérisation, de documents. Ils nous ont beaucoup appris. On avait besoin de la connaissance historique, et donc quelqu'un qui connaisse l'histoire SNCF. Les juristes étaient aussi autour de la table.
On a eu beaucoup de problématiques de droit des documents qu'on voulait sélectionner. Parfois, ça a été des crève-cœurs. Dans les archives SNCF, on a 3500 affiches. Vous avez probablement vu toutes ces affiches touristiques qui promeuvent le voyage en train, des affiches des années, à partir de 1900 jusqu'à 1950. Il y a de très belles séries. On a des choses magnifiques. Le problème, c'est qu'on a des droits qui sont très peu bordés et leur exploitation est très complexe. Et chaque nouveau président qui arrive va faire une balade au Mans, trouve ça merveilleux et relance un audit. Et au final, on décide à chaque fois de ne pas faire grand-chose. Alors nous, on a essayé de faire un petit peu quand même. On en a sélectionné ces affiches, d'où la présence de juristes. Et alors, ce qui est, malgré toutes nos précautions, le lendemain de l'ouverture du site que je vais vous montrer tout à l'heure, j'avais 3 demandes de sociétés, de représentation des ayants droit qui me disaient c'est très joli ce que vous faites, on adore, et puis on aimerait bien que vous nous payiez aussi des droits. Donc j'ai retiré les affiches, mais pas toutes. On avait aussi autour de la table les DSI, donc les services informatiques. Pourquoi? Parce que ce sujet n'a de sens que si un sujet de numérisation d'archives n'a de sens que s'il est conçu dès le départ pour les usages qu'il va pouvoir après la création d'applis, la connexion, et donc il faut que les contraintes liées au développement soient prises en compte dès le départ. Et puis l'équipe data et communicants, donc voilà, c'est plutôt moi-même et mon équipe qui pilotait l'ensemble et avait en tête ce qu'on allait pouvoir ce qu'on allait pouvoir faire de tout ça. Alors, mon tout a été la création d'une espèce d'objet informe et original, je pense, qui a été une espèce de répertoire commun aux archives, à l'open data et au développement web. C'est-à-dire qu'on a créé un fichier Excel et on a mis tout ce qu'on voulait dedans, tout ce dont on allait avoir besoin. Et on s'est dit, on va travailler sur le même doc. Alors, les archivistes nous regardaient avec des yeux tout ronds. Pourquoi tu rajoutes une deuxième cote? Moi j'ai ma cote archive. Bah oui, mais ta cote archive, elle est... tu as des TR, des TN, des machins, ça ne marche pas en informatique, il faut un truc numéroté de 1 à... Voilà. Et donc on a cumulé toutes les choses nécessaires pour en faire un document commun qu'on a mis à jour au fur et à mesure qu'on lançait la campagne de numérisation. Donc ce répertoire, je ne sais pas si vous pouvez lire d'ici, le voilà. Bon, je vais passer rapidement là-dessus, à moins que vous soyez complètement fan des répertoires open data, mais l'idée c'est de vous montrer que voilà, on a dans ce répertoire des choses qui sont de nature archivistique, de désignation, de caractérisation du document, et puis des choses qui sont plus liées à l'open data et au développement informatique. Je vous montre ici, bon là voilà, on a déjà les mots-clés, et puis on a donc la localisation GPS, l'URL de l'archive, on a 2 années, on a une année de référence pour le service des archives, puisqu'une archive par définition on ne sait pas toujours la dater, et c'est l'année qui sera affichée pour toutes nos interfaces web, et puis on a une année informatique, qui est l'année qui va nous permettre de classer les documents. Voilà, c'est ce répertoire qui a été notre outil de travail. Et on est parti vraiment de cette approche document et data avant d'envisager quoi que ce soit. On ne savait pas ce qu'on allait en faire. On savait qu'il faudrait un peu plus que ça, parce que montrer ce répertoire qui est ouvert en open data au grand public, ça ne nous paraissait pas suffisant, mais on avait l'intuition que ce serait le point de départ de nos projets suivants. Et donc on a décidé de créer un site web que vous avez peut-être déjà vu ou pas, qui est le site Open Archive. Le principe est le suivant: le site va puiser dans le répertoire Open Data
et à chaque fois qu'on actualise donc, le jeu de données Open Data, le site s'actualise. Et donc, ce site s'ouvre sur un mur d'archives qui est édité de manière aléatoire, c'est-à-dire que vous allez 10 fois sur le site, vous aurez 10 fois une page d'accueil différente, on va puiser dans les documents et les montrer de manière aléatoire. On avait vu ça sur le site de la bibliothèque de New York et on a trouvé ça sympa. Alors récemment, ils ont changé d'interface, mais bon, on a gardé la nôtre. Voilà bon, un site assez classique hein, avec des onglets de recherche suivant les typologies de documents. Alors on a commencé sur un nombre de documents qui est assez faible, hein, 1500 docs par rapport à des gallicards, à des musées, c'est très très peu. Et d'ailleurs c'est le premier truc que m'a dit le président quand je lui ai montré le site, il m'a dit 1500 seulement. Bon, déjà, c'est une sélection, ça ne vise pas l'exhaustivité, et puis c'est un début, c'est-à-dire qu'on va continuer les campagnes de numérisation. Vous voyez un petit encart sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale. On a un agenda sur lequel on a travaillé des dates qu'on peut faire remonter automatiquement tous les ans pour éditorialiser. Donc tous les ans, au moment de la journée de la femme, blam, on a quelque chose sur les femmes. On a fait pareil avec les grands départs. Enfin, voilà, on a toute une série de dates annualisées qui vont revenir, ou tous les 5 ans, 10 ans, sur les anniversaires par exemple de records de vitesse, des choses comme ça. Et il y a une animation automatique. Et puis, bon, ça c'est plus classique, on a des parcours, donc notamment autour du tourisme ferroviaire. Alors, pour finir, puisqu'on m'a dit d'aller un peu plus vite, et puis j'aimerais bien qu'on puisse discuter un petit peu aussi, ce site, c'est un début. On l'a vraiment envisagé comme une première pierre de politique du patrimoine beaucoup plus large. Les prochaines étapes presque immédiates, c'est d'avoir l'organisation d'expositions virtuelles. Donc on en a une assez bientôt sur les horloges, les horloges de gare, qu'on va lancer au moment du changement d'horaire. On travaille en ce moment aussi sur un onglet fonds d'archives. L'idée est, et pour le coup, ça c'est plus dans vos domaines de prédilection, l'idée c'est de rendre disponible aussi de l'archive d'une manière plus scientifique pour les chercheurs, pour les personnes que ça intéresse. Donc on va commencer par les fonds d'archives qui sont les plus demandés dans nos salles de lecture. Et toute la difficulté de faire coexister cette approche assez communicationnelle qu'on a pu avoir, même si c'est dans le sens noble du terme, j'ai le sentiment, parce que ce qu'on a fait, c'est... mais enfin, en tout cas, notre site est un site de com, et là, l'idée, c'est d'avoir aussi une approche plus scientifique, et que les deux puissent se marier correctement. Et puis, animation de la politique du patrimoine, évidemment, tout ça n'est qu'une petite part de ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait faire avec notre patrimoine. On a un musée ferroviaire à Mulhouse qui est très très peu exploité. On a des objets iconiques sur lesquels on n'a pas vraiment de politique, de vente ou de déploiement. Bref, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de partenariats qu'on pourrait nouer. Aujourd'hui, on s'est centré sur nos propres archives, mais évidemment, des images SNCF, il y en a partout. Et on a certainement intérêt à aller les chercher là où elles sont. Donc le site va évoluer beaucoup dans les années à venir. Vous dire dans quelle direction, je ne sais pas encore, mais c'est en train de s'écrire. Donc voilà, je reviendrai peut-être vous parler dans l'an prochain, dans 2 ans, et vous raconter là où ça en est. Y a-t-il des questions ? Bonjour, je voudrais savoir si vous avez des retours sur l'utilisation par qui consulte le site. Alors, on n'a pas de typologie hein, de personnes qui consultent. On a par contre beaucoup de retours sur le support. Donc,
on a des stats de consultation qui sont plutôt pas mauvaises, je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais qui sont assez corrects pour un site de ce type lancé récemment. On voit des pics à chaque fois qu'on a des mises en ligne ou des animations. Je ne vais pas parler de ça, mais on essaie de lier des images d'archives à des actualités, et puis on fait de la com autour de ça. Donc évidemment, à chaque fois qu'il y a des coms là-dessus, on a des pics de fréquentation. C'est très variable. Ce qui est assez étonnant et inhabituel pour nous, c'est que c'est un de nos médias où on ne recueille presque que du positif. Les retours sont extrêmement agréables, souvent dans la nostalgie, souvent dans « tiens, mais vous n'auriez pas telle image de tel sujet ». Et on gère beaucoup d'échanges comme ça, finalement, entre le service d'archives et le grand public, et les cheminots qui sont très attachés à leur boîte aussi et qui sont très présents là-dessus. On a lancé d'ailleurs récemment un concours photo à partir d'OpenArchive en interne SNCF, on en fera peut-être un externe après, où on, en gros, propose aux cheminots de prendre une image d'OpenArchive et puis d'en faire la version 2017. Et on a déjà 150 participants, il y a encore 2 semaines, et puis on reçoit des centaines de mails pour me dire c'est super. Donc on a vraiment plutôt un bon accueil, ouais, sur ce site. Et c'est suffisamment rare pour être apprécié. Je vous remercie pour votre exposé, on vous remercie pour votre exposé. Alors, vous avez effectivement une très grande richesse dans cette entreprise historique, une richesse documentaire et notamment d'archives. La part des archives qui est en ligne, c'est-à-dire, bon, il y a OpenArchive, vous avez vos centres d'archives par ailleurs, et la politique d'OpenArchive n'est qu'une partie de cet ensemble-là. Et quelle est globalement la politique de numérisation des archives de la SNCF, en plus de la question de OpenArchive? Un chercheur qui cherche en ligne à avoir accès au catalogue des archives, comment ça se passe. Deuxième question, vos homologues dans le monde, grandes entreprises, pas SNCF justement, mais ferroviaires, qu'ont-elles fait en la matière d'accès aux archives? Question de curiosité sur le deuxième point. J'ai rien trouvé sur le deuxième point, malheureusement. On aurait bien aimé avoir des exemples de sites. Il y a très peu d'entreprises en fait qui ont ce genre de démarche. Quand on a fait notre benchmark en France, on a trouvé que BNP, qui a un site et une politique patrimoniale d'ailleurs, qui est à mon avis assez intéressante, mais bon, ils ont 300 documents en ligne, quoi. Et puis on sent bien que c'est figé, que ça ne bougera plus. Donc oui, il n'y a pas trop de... Enfin, en tout cas, on n'avait pas trop de points de comparaison. Après, on est plutôt allé voir du côté des musées, et voilà, ça a été... D'ailleurs, on a travaillé avec un prestataire pour faire le site, qui est un prestataire qui avait fait plutôt des sites de musées, d'ailleurs, dont on a été assez content, et on voulait une approche esthétique, quoi, pour... le sujet est aride quand même, donc il faut le faire vivre un peu, et il est passionnant, mais il est aride, et donc il faut savoir, en tout cas, il faut essayer de le vulgariser si on veut le porter au-delà des cercles de spécialistes. Et votre première question, c'était oui, quelle est notre politique c'est en train de se définir en fait. Alors moi, c'est pas mon boulot, hein, mais vous l'avez compris, c'est le boulot de la direction des archives de la SNCF. Je crois qu'ils ont des enjeux légaux assez importants à ce sujet. J'ai pas bien compris où en était l'interprétation de la loi sur ce sujet-là. Ce que j'avais compris de nos discussions, c'est qu'il allait falloir rentrer dans
de numérisation assez sérieuse et systématique. Ce qui, moi, ne me ravit pas, parce que qui dit numérisation systématique dit beaucoup moins je veux dire, ce projet, c'est du sur-mesure, c'est un travail d'orfèvre, on ne peut pas avoir la même qualité, je pense, de travail, de chaque définition, de chaque document, quand on travaille plus à la chaîne. Peut-être que grâce aux étudiants de votre master, on va trouver des solutions, mais c'est pour ça que je parlais de mariage d'idéologie, quoi. Il y a cette logique, on met de la boîte d'archives en format numérique disponible, et puis une logique où on essaie de faire parler un peu les choses, de les mettre en valeur. Et elles ne sont pas du tout antithétiques, hein. Je pense qu'elles peuvent très bien travailler ensemble. Mais d'un pur point de vue technique, c'est vrai que ça pose une question, hein, ne serait-ce que par le volume de documents, par comment on fait coexister tout ça, quoi. Oui, monsieur là-bas. Oui, je rejoins ma collègue pour vous remercier de cet exposé très riche. J'ai deux petites questions. La première concernant les usages, mais vous avez répondu partiellement. Moi, je voulais un petit peu le prolongement de la question, c'est-à-dire sur les aspects juridiques. C'est-à-dire, vous avez dit à un certain moment qu'il y a des gens qui surveillent ce que vous déposez, qui reviennent parce qu'ils ont leurs droits. Est-ce que vous surveillez ce que font de vos documents, puisqu'il est en open? Est-ce qu'il y a des restrictions sur le plan juridique ou c'est accessible, exploitable par tout le monde? Ça, c'est la première question. La deuxième, alors quand on parle de numérisation, on a tendance à réduire le concept au passé, à l'héritage, au patrimoine et tout, et on oublie un petit peu la part de la documentation actuelle. Moi, j'ai voulu savoir la part de la documentation actuelle dans le open, et je pense notamment à la revue distribuée dans les gares, la revue de la SNCF qui est dans les trains qu'on trouve. Est-ce qu'elle trouve sa place dans cette numérisation en open archive? Merci. Merci. Alors, votre première question, je l'ai déjà oubliée, qui était intéressante, j'ai oublié. La première, c'est concernant les aspects juridiques. Alors, oui, pardon, excusez-moi. Ouais, les aspects juridiques, c'est un vrai sujet. Évidemment, on a mis des licences sur tout ça. Notre modèle est totalement open, hein. Ça a fait débat, mais les documents, vous pouvez les télécharger. Et donc, il y a eu un débat entre nous. J'ai gagné. Mais on n'était pas tous d'accord. Il y avait notamment des velléités, par exemple, de marquer les photos, de mettre en gros un tampon qui, pour moi, est une solution des années 70. Quoi. Et voilà, donc on a choisi de ne pas le faire et de mettre des licences. Et notre service juridique suit ces sujets-là. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des choses qui passent entre les mailles du filet, mais j'ai envie de dire, c'est inévitable ce sujet-là. Où que vous alliez, les merveilleuses affiches dont je vous parlais, elles ne nous ont pas attendus et on est bien les seuls à les exploiter complètement. On les trouve partout, elles sont partout. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont emparés sans en avoir les droits, plus que nous. Et nous, si on le fait, comme on est la SNCF, qu'on est visible et que, voilà, évidemment, on va avoir des sociétés de gestion de droit qui nous surveillent. Mais il y a dans tous les coins de France et de Navarre des petits éditeurs qui se sont emparés de ces affiches et qui en font des reproductions sans en avoir les droits. Donc c'est des vrais sujets qui auraient pu être bloquants et qui ont fait l'objet de débats en interne, mais on a choisi de le faire malgré tout. Donc oui, on va se faire piquer des documents, c'est la vie. Je pense que voilà, le choix il est assez volontaire et mûri. On s'est dit que la viralité aussi de ce qu'on faisait valait ce qu'on allait perdre en gros, mieux vaut un document qui se balade partout et voilà, qu'un document sous clé dans votre coffre et qui ne sert à rien. Vous en avez la possession, vous êtes content, vous pouvez le regarder le soir, mais au final, il ne va pas diffuser ce qu'il pourrait diffuser. Et on parle beaucoup des affiches, mais il y a
d'autres documents qu'on a ouverts, dont on est content qu'ils se trouvent dans la nature. On a ouvert toutes les études sur les TGV, donc il y a des rapports de je ne sais pas combien de pages sur toute l'aventure TGV. Aujourd'hui, un historien qui veut s'emparer de ça et d'aller retracer ce sujet-là, il peut tout à fait le faire. Et votre deuxième question était plutôt sur la numérisation des choses plus récentes. Bah ça, je pense que c'est un sujet pour tous les archivistes. Comment je dirais, à la fois la multiplication des supports et puis la compréhension de ce que peut être une archive, de ce que peut être la conservation et le versement dans les entreprises. C'est un de leurs combats et on va essayer de les aider d'ailleurs parce que le site a une visibilité et donc de par la visibilité de ce site, on va essayer de lancer des campagnes pour avoir des versements en interne, y compris de choses récentes, mais c'est vrai que c'est un sujet complexe, hein, les archives récentes. Je pense que c'est un sujet complexe. D'accord, merci. Juste un petit ajout, on a des compétences dans ce master. Si vous avez des stages sur l'art, donc ils peuvent s'en occuper. Alors, ce ne sera pas avec moi, ce qui est peut-être mieux, hein, d'ailleurs, tu confirmeras peut-être, mais ce ne sera pas avec moi, ce sera aux archives, mais oui, potentiellement, il y a des sujets là-dessus. Pas d'autres questions? Alors, de toutes les interventions précédentes, il ressort donc que la finalité de l'animation du patrimoine reste d'une part la conservation, avec des critères de qualité pour la transmission et pour assurer une certaine pérennité, et d'autre part la valorisation de ce patrimoine-là est donc un aspect tourné vers la communication. Aujourd'hui, on assiste donc à une certaine révolution de tous les outils, des méthodes et techniques, à l'occurrence la réalité virtuelle, augmentée, comme il vous a été présenté tout à l'heure, et les techniques 3D, l'open data, qui s'affirment donc aujourd'hui comme de nouveaux mots aussi bien pour les entreprises privées que publiques. Et voilà, en gros, on observe une certaine fusion entre les outils et l'ancienne évolution de ceux-ci. Les communications et échanges qui sont succédés durant ces dernières heures ont été très enrichissantes et ont parfaitement répondu ma foi aux objectifs escomptés. Ceci est dû à la qualité et au professionnalisme de tous nos intervenants et bien sûr à l'apport de notre auditoire quant à ces diverses préoccupations sur le sujet. Je tiens également à saluer l'initiative de tout le comité d'organisation qui s'est ouvert corps et âme pour l'aboutissement de ce projet. Pour la fin, vous êtes tous attendus au cocktail de fermeture juste derrière la salle de conférence. Bonne fin de journée à tous et nous vous remercions encore pour votre attention. Moi aussi.